Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission avec 3 clichés incontournables du pays où nous vous emmenons, du tango, du foot et de vastes paysages. Bienvenue en Argentine, gigantesque et diverse, des ressources multiples, agricoles, énergétiques, une capitale, Buenos Aires, aux faux airs de grandes villes européennes, une ville d'artistes. On pense aux écrivains Borges et Cortázar notamment. L'Argentine dont on disait il y a un siècle, dans les années 1920, qu'elle était l'un des pays les plus riches au monde, avec un niveau de vie comparable à celui des États-Unis. Sauf que l'Argentine a connu une longue histoire d'instabilité politique et économique, on va le voir. Conséquence, d'après la Banque mondiale, le pays a passé depuis 1950 33% de son temps en récession et se trouve aujourd'hui en haut du classement des économies latino-américaines les plus en difficulté, après le Venezuela et le Pérou, la pauvreté concernant 40% de la population. Bref, on vous emmène en Argentine, au pays des occasions manquées, mais on commence par survoler des paysages d'une beauté à couper le souffle. La République argentine occupe la majeure partie du cône sud de l'Amérique. C'est le deuxième pays de l'Amérique du Sud par sa superficie, après le Brésil qui lui est frontalier au nord-est. Étendue depuis le tropique du Capricorne jusqu'à la Terre de Feu sur 3600 km, l'Argentine a ses autres frontières avec l'Uruguay à l'est, le Paraguay et la Bolivie au nord et le Chili à l'ouest. Malgré sa taille, presque 6 fois la France, l'Argentine a une population de seulement 45 millions d'habitants en 2020. La répartition de cette population se caractérise par de forts contrastes, à l'image de la géographie du pays, comme on va le voir maintenant. Il y a d'abord la célèbre Pampa, ou ce que l'on appelle l'Argentine pampéenne, qui réunit près des 2 tiers de la population du pays. C'est dans cette région que l'on trouve le Rio de la Plata, estuaire où se rejoignent les fleuves Paraná et Uruguay. Sur ce littoral fluvial, on trouve les villes de Rosario, San Nicolás de los Arroyos, ainsi que la capitale, Buenos Aires. Buenos Aires avec ses 12 millions d'habitants qui joue le rôle de port commercial et de centre d'appui pour les producteurs de la Pampa. En effet, la Pampa concentre la majorité de la production agricole du pays ainsi que l'élevage grâce au climat tempéré et aux précipitations abondantes. La plaine pampéenne couvre près de 600 000 km², soit l'équivalent de la France, divisé en très grands domaines d'exploitation, les estancias. Alors voyons maintenant le nord du pays, que l'on appelle aussi l'Argentine tropicale. Nettement moins développée que la région pampéenne, elle regroupe les provinces que l'on voit apparaître avec une population de plus de 7,5 millions d'habitants. Le climat de la province de Misiones est tropical, c'est là que se trouvent les chutes d'Iguassou, célèbre cascade inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le Gran Chaco, l'alternance de saisons humides et sèches permet l'élevage de bétail et la culture du coton. Autre caractéristique géographique emblématique de l'Argentine, la cordillère des Andes à l'ouest du pays, qui culmine au mont Aconcagua à 6 959 mètres, l'un des plus hauts sommets du monde. Au pied des Andes arides, les villes coloniales de Mendoza et de San Juan sont irriguées par les cours d'eau descendant des montagnes qui permettent la viticulture et l'agriculture. Enfin, au sud du pays, autre paysage célèbre, la Patagonie. C'est un territoire de près de 800 000 km² qui ne compte qu'un peu plus de 2 millions d'habitants. La Patagonie se caractérise avant tout par de grandes étendues vides et peu hospitalières. La Patagonie est pourvoyeuse d'énergie pour le reste du pays, avec les gisements de gaz et de pétrole de Neuquén et du golfe de San Jorge et l'équipement hydroélectrique du rio Neuquén. Elle reste une région fragile, du point de vue tant environnemental que social. Malgré cette incroyable diversité, l'Argentine s'est construite essentiellement autour de l'agriculture et de l'élevage, comme on va le voir maintenant. Avec un troupeau de 54 millions de bovins pour 45 millions d'habitants, rappelons-le, l'Argentine, c'est d'abord le pays de la vache. L'élevage, qui se fait encore beaucoup en prairie, donne des viandes de très grande qualité, mais difficiles à exporter du fait des quotas ou parce que la fièvre afteuse n'a pas été éradiquée. Du coup, c'est la Chine, moins regardante, qui achète les 3/4 de la viande destinée à l'exportation. La production de blé représente environ 20 millions de tonnes par an.
Et dans les années 1990, l'agriculture connaît un renouveau avec la fantastique expansion du soja, à destination notamment de l'Europe pour nourrir le bétail, et dont la plus grande part est aujourd'hui destinée, là encore, au marché chinois. Toutefois, l'usage massif du Roundup, les variétés transgéniques, les aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques. Une géographie contrastée, de grandes propriétés agricoles et une élite commerçante dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Car c'est cette élite, originellement basée à Buenos Aires, qui a voulu et porté l'indépendance vis-à-vis de la royauté espagnole en 1810. Tout au long du XIXe siècle, ces élites commerçantes s'attachent à maintenir l'unité du territoire, malgré les tentations séparatistes des caudillos, les chefs locaux liés aux grands propriétaires terriens. Entre 1850 et 1860, ces conflits s'apaisent avec la mise en place de la Constitution, toujours en vigueur dans ses grandes lignes, après une refonte en 1994. Rédigée sur le modèle de celle des États-Unis, elle combine présidentialisme et fédéralisme. Avec ce qu'on a appelé la campagne du désert, le territoire s'agrandit vers le sud en Patagonie. Puis vient la conquête du nord. Dans les deux cas, les populations amérindiennes sont balayées et les terres ouvertes à la colonisation agraire. De 1880 à 1916, l'oligarchie des propriétaires fonciers et des commerçants accapare la vie politique. L'Argentine est aussi un véritable Eldorado qui, entre 1870 et 1930, accueille 6 millions d'immigrants venus d'Italie et d'Espagne. Cette immigration, combinée à l'élimination des populations amérindiennes, fait que l'on dit aujourd'hui de l'Argentine qu'elle est le plus européen des pays sud-américains. Pays gigantesque mais peu peuplé, on l'a vu, incroyable diversité naturelle mais surexploitation d'un écosystème dont les richesses profitent historiquement à une élite qui concentre les pouvoirs. L'Argentine, on l'aura compris, est une nation aux possibilités infinies mais qui semble toujours empêchée. Pour comprendre pourquoi, il faut aussi regarder du côté d'un modèle politique singulier qui est à la fois une force et une faiblesse. En effet, l'Argentine a inventé un mouvement politique, le péronisme, du nom du général Juan Domingo Perón et de sa célèbre épouse Eva Perón, surnommée Evita. Lui fut président de la République de 1946 à 1955, puis en 1973-74. Mélange d'avancées sociales, de nationalisme et de populisme avec la mise en place d'un État-providence interventionniste, le péronisme tisse un réseau social serré unique dans cet immense pays, en s'appuyant sur les syndicats, les clubs et les associations de quartier. Entre les présidences de Perón, des juntes militaires se succèdent soutenues par les élites traditionnelles. De 1976 à 1983 notamment, la plus dure de ces dictatures, dirigée entre autres par le général Videla, est responsable de la mort ou de la disparition de 30 000 personnes. Depuis les années 1980, les héritiers de Perón au sein du parti justicialiste sont nombreux, mais ils représentent des tendances très différentes, voire opposées, de la très néolibérale présidence de Carlos Menem aux plus interventionnistes, telles celles de Nestor puis de Cristina Kirchner de 2003 à 2015. Les péronistes alternent au pouvoir avec les radicaux de l'UCR et plus récemment avec une coalition de droite libérale sous la présidence de Mauricio Macri. Point commun à ces dirigeants de tous bords, la corruption, qui crée une perte de confiance du peuple vis-à-vis de ses élus. Une perte de confiance due aussi aux deux grandes crises traversées par le pays, voyons pourquoi. La crise du début des années 2000 et celle que le pays vit actuellement. Des crises qui viennent, entre autres, de ce qui fait la force du pays, on l'a vu, la domination de l'agriculture. En effet, elle rend le pays trop dépendant aux fluctuations des cours mondiaux. En parallèle, les dirigeants successifs ont insuffisamment diversifié l'économie. Car même si une partie des sommes accumulées par l'agriculture est réinvestie dans l'immobilier ou la consommation, le plus souvent, elle quitte le pays pour des places financières plus sûres et cette fuite des capitaux accentue la dévaluation monétaire.
L'Argentine qui n'a pas su par ailleurs conduire de politique étrangère stratégique. Les tentatives d'intégration commerciale avec le Mercosur ou marché commun du Sud auraient pu aider à surmonter ces obstacles économiques, mais alors qu'il fête ses 30 ans, le projet économique s'est essoufflé. Du coup, aujourd'hui, c'est la Chine qui se présente comme étant une opportunité pour le développement économique. Elle est intéressée par les matières premières et les denrées alimentaires de l'Argentine, puisqu'elle est, comme on l'a vu, le principal destinataire pour les exportations de viande et de soja. La Chine est aussi prête à investir dans le financement d'infrastructures, comme la construction du barrage sur le rio Santa Cruz, dans l'extrême sud de la Patagonie. Voilà pour ce voyage en Argentine, au pays des occasions manquées, des crises qui nourrissent des tensions sociales exacerbées par la pandémie de Covid. Conséquence, l'ascension fulgurante du très radical Javier Milei, nouveau venu dans la politique argentine, qui se revendique de l'ancien président américain Donald Trump, du brésilien Jair Bolsonaro et du parti d'extrême droite espagnol Vox. Il se dit anti-impôt, anti-État, pro-armes et climato-sceptique et résume son ambition pour l'Argentine en ces termes: dynamiter le système de l'intérieur, tout un programme. Pour aller plus loin, un livre qui nous fait rencontrer des danseurs de tango, des Gauchos, Maradona, Che Guevara, Evita ou encore le pape François, et c'est signé Alice Pouya. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.